Bonjour, je m'appelle Joshua, j'ai 35 ans, et mon propre frère m'a mis à la porte dans la neige glaciale quelques jours seulement après les funérailles de nos parents, me jetant les clés d'une usine abandonnée. Avant que je ne vous raconte comment je l'ai légalement dépouillé de son empire de plusieurs millions de dollars, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Il était 2 heures du matin et le sol en marbre du Penthouse de Manhattan rayonnait d'un froid glacial qui transperçait mes chaussettes. Dehors, à travers les fenêtres du sol au plafond, une brutale tempête de neige new-yorkaise fouettait la vitre, brouillant la silhouette scintillante de la ville en une tache de gris et de lumière de rue jaune et dure. Mais la tempête dehors n'était rien comparée à la réalité absolument glaciale à l'intérieur de ce salon. Moins de 2 semaines s'étaient écoulées depuis les funérailles. Le parfum de ces lys blancs trop doux et coûteux semblait encore planer dans l'air, se mêlant à l'odeur des fournitures médicales stériles que je n'avais pas eu le cœur de jeter. Je me tenais au centre du vaste foyer, mes yeux brûlant d'une sorte d'épuisement que le sommeil ne pouvait pas réparer. Je regardais les 2 personnes qui étaient censées être ma famille. Mon frère aîné, Julian, était nonchalamment appuyé contre le cadre de porte en chêne sculpté sur mesure menant à la salle à manger. Il portait une robe de chambre en soie foncée, ses cheveux parfaitement coiffés même à cette heure, faisant nonchalamment tournoyer un verre de scotch ambré. Sa femme, Victoria, se tenait à quelques pas, les bras fermement croisés sur un pull en cachemire beige. Elle me regardait comme on regarde un chien errant qui aurait traîné de la boue sur un tapis persan. Pendant 6 années épuisantes et déchirantes, ce Penthouse était mon univers entier. Non pas à cause du luxe, non pas à cause de l'ascenseur privé ou des vues panoramiques sur Central Park, mais à cause du lourd lit d'hôpital mécanique que nous avions installé dans la chambre principale. Lorsque la santé de notre père a décliné et que l'esprit de notre mère a commencé à glisser peu après, une décision a dû être prise. Julian, bien sûr, était trop occupé à bâtir son empire. Il affirmait que son entreprise hôtelière avait besoin de lui, qu'il ne pouvait pas s'absenter. Alors, je l'ai fait. J'ai abandonné ma carrière dans l'évaluation de propriété commerciale. J'ai abandonné mon salaire. J'ai vu la promotion pour laquelle j'avais travaillé 4 ans aller à un associé junior. J'ai fait mes valises et j'ai emménagé dans la chambre d'amis de ce Penthouse pour devenir un soignant à temps plein. Je baignais notre père quand il n'avait plus la force de se tenir debout. J'écrasais les médicaments de notre mère et les mélangeais à de la compote de pommes, la nourrissant patiemment pendant qu'elle me demandait qui j'étais. J'ai passé d'innombrables nuits éveillées, fixant le plafond, écoutant le bourdonnement rythmique du concentrateur d'oxygène, terrifié à l'idée que si la machine s'arrêtait, je ne l'entendrais pas à temps. Et Julian était l'enfant chéri. Il venait pour les grandes fêtes, arrivant généralement au bâtiment dans sa toute nouvelle Porsche. Il prenait l'ascenseur privé, déposait un bouquet de fleurs incroyablement cher et impersonnel, prenait quelques photos soigneusement posées avec nos parents malades pour ses réseaux sociaux, et partait avant que le vrai travail ingrat de soignant ne commence. Il me tapotait toujours l'épaule en partant, me glissant un sourire condescendant comme si j'étais le personnel de maison faisant un travail satisfaisant. Maintenant, l'équipement médical était parti. Le Penthouse était calme et Julian passait à l'action. « Il est temps pour toi de partir, Joshua », dit Julian en prenant une lente gorgée de son scotch. La glace cliquetait contre le verre de cristal. La succession entre en période de liquidation. Mais en tant qu'exécuteur testamentaire principal, je prends des décisions exécutives immédiates concernant les propriétés. Il est 2 heures du matin, Julian, dis-je, ma voix rauque. Ma gorge était comme tapissée de papier de verre. Pouvons-nous au moins en parler après le lever du soleil? Je n'ai même pas fini de trier les affaires de maman, railla Victoria. Un son aigu et désagréable qui résonna dans la pièce au plafond haut. Nous avons des décorateurs d'intérieur haut de gamme qui viennent demain à 8 heures du matin. Joshua, nous allons complètement vider cet endroit. Je refuse absolument qu'ils te voient traîner tes bagages de friperie déprimants dans mon nouveau salon. C'est une mauvaise image pour nous. Mon nouveau salon. Elle le dit avec une cruauté si désinvolte, effaçant 6 ans de ma vie, mon sacrifice en 4 mots. Julian tendit la main dans la poche de sa robe de soie. Il en sortit un lourd trousseau de clés rouillées. Le métal était orange foncé, s'écaillant, et semblait appartenir à un donjon médiéval plutôt qu'à un bien immobilier moderne. Il ne me les tendit pas. Il les jeta à travers le sol en marbre. Elles heurtèrent la pierre avec un claquement métallique rude, glissant sur la surface polie jusqu'à ce qu'elle touche le bout de ma chaussure. « Tiens, » dit Julian, ses lèvres se tordant en un sourire narquois. « Ton héritage. L'ancienne usine de Red Hook.
Maman et papa plaisantaient toujours en disant que cela convenait à tes sensibilités non raffinées. Je garde le pantouse. Évidemment, tu obtiens la ruine en briques. Je regardais le métal rouillé. L'usine de Red Hook était une blague familiale de longue date. C'était une coquille de briques abandonnée et délabrée, située juste au bord de l'eau à Brooklyn. Elle pourrissait là depuis des décennies. Pour autant que quiconque dans la famille le savait, c'était une énorme responsabilité environnementale toxique, pleine de dangers environnementaux, de dégradation structurelle, et de dettes d'impôts fonciers. Me la donner n'était pas un cadeau. C'était une insulte. C'était la manière de Julian de me dire que j'étais inutile. Tu me jettes dehors, murmurai-je. La réalité perçant enfin le brouillard de mon chagrin. Je les ai gardés en vie pendant 6 ans, Julian. Tu ne connaissais même pas la couleur préférée de papa. Tu ne savais pas que maman avait arrêté de manger des aliments solides il y a 1 an. Et tu me jettes dehors. La mâchoire de Julian se serra. Le faux sourire disparut. Je suis l'aîné. Je suis celui qui réussit. Je suis celui qui sait gérer la richesse. Tu es au chômage, Joshua, tu n'as pas de salaire, pas d'économie, et franchement, pas d'ambition. Prends les clés et sors de ma maison. Victoria vérifia la montre en diamant qui scintillait à son poignet. Tu as 5 minutes pour faire tes affaires. Si tu n'es pas dans l'ascenseur d'ici là, j'appelle la sécurité du bâtiment pour te faire expulser pour intrusion. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas jeté sur lui. Même si chaque muscle de mon corps, tendu par l'adrénaline et la trahison, me suppliait de lui passer les mains autour du cou. Je les ai juste regardés. Vraiment regardés. J'ai vu la cupidité suinter de leurs pores. Je me suis penché, mes doigts s'enroulant autour des clés rouillées et glacées. Les éclats de rouille s'enfonçaient dans ma paume comme de minuscules aiguilles. Je leur ai tourné le dos. J'ai marché le long du couloir jusqu'à la petite chambre d'amis où j'avais vécu. J'ai tiré mon sac de voyage en toile délavé de sous le lit et y ai fourré mes vêtements, mon ordinateur portable et une petite photo encadrée de mes parents. Je l'ai fermé, mis mon lourd manteau d'hiver et suis ressorti. Ils étaient déjà partis. Retirés dans la chambre principale. Ils ne sont même pas restés me regarder partir. La descente en ascenseur m'a semblé durer une éternité. Dylan, le concierge de nuit, se tenait derrière le comptoir en marbre du hall lorsque les portes en laiton se sont ouvertes. Il a regardé mon sac de voyage, puis mon visage, et ses yeux se sont écarquillés. Il me connaissait. Il savait que je ne partais jamais à cette heure. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je lui ai juste fait un léger signe de tête négatif. Je suis sorti par les portes vitrées tournantes et j'ai affronté le vent mordant de l'hiver new-yorkais. Je me suis tenu sur le trottoir enneigé et j'ai commandé un covoiturage sur mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine taper la destination. Une berline cabossée est arrivée 10 minutes plus tard. Un gars nommé Joseph conduisait. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, a vu le sac, a vu la neige dans mes cheveux et le regard vide dans mes yeux, et a sagement décidé de ne pas faire la conversation. Où, l'ami, a-t-il demandé doucement. Red Hook, Brooklyn, ai-je répondu, ma voix complètement plate. Le trajet a duré près d'1 heure à travers les rues sombres et glacées. Quand Joseph s'est finalement garé près du front de mer, il a mis la voiture en paix et s'est retourné pour me regarder. Le quartier était silencieux, illuminé seulement par quelques réverbères orange vacillants. « Tu es sûr de toi, l'ami » a demandé Joseph, le front froncé d'une sincère inquiétude. « Il n'y a rien ici à part des rats et des bris de verre. » J'ai regardé par la fenêtre. L'usine se dressait dans l'obscurité comme une énorme bête en décomposition. Les murs de briques étaient cicatrisés et s'effritaient. La clôture grillagée entourant le périmètre était lourdement endommagée, battant légèrement au vent glacial, raclant le béton. La moitié des fenêtres de l'étage supérieur étaient complètement brisées, ressemblant à des yeux noirs et creux. « Je suis sûr, dis-je. » Je lui ai donné un billet de $20, j'ai pris mon sac et je suis sorti dans la nuit. Le vent de l'East River était absolument brutal. Il traversait mon lourd manteau comme un couteau dentelé, mordant ma peau. Je me tenais sur le trottoir fissuré, regardant la structure monolithique en briques que Julian considérait comme une punition appropriée pour mes années de loyauté. Je me suis dirigé vers la lourde porte latérale en acier. J'ai tâtonné avec le trousseau de clés rouillées, mes doigts engourdis par le froid. J'ai essayé la première clé.
Elle ne voulait même pas glisser dans la serrure. J'ai essayé la deuxième. Elle est entrée mais ne voulait pas tourner. Finalement, la troisième clé, une épaisse pièce de laiton dentelé, a glissé et tourné avec un déclic lourd et satisfaisant. J'ai poussé mon épaule contre la porte en acier. Les gonds rouillés ont hurlé dans la nuit silencieuse alors que je l'ouvrais. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi, me plongeant dans l'obscurité la plus totale. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe de poche. Le faisceau a percé l'obscurité, illuminant des particules de poussière flottante. L'air à l'intérieur sentait l'huile de moteur ancienne, la brique humide, et des décennies de décomposition. Des débris étaient éparpillés partout. Des palettes en bois renversées, des barils métalliques rouillés et du verre brisé crissait sous mes bottes. À première vue, le vaste étage industriel ressemblait exactement à ce que Julian avait affirmé. C'était un tas de ferraille toxique et sans valeur. Mais j'étais un évaluateur de propriété commerciale. Avant que ma vie ne tourne autour des moniteurs cardiaques et des piluliers, toute ma carrière était basée sur le fait d'entrer dans des espaces et de voir ce que les autres manquaient. J'évalue les structures, les systèmes et les valeurs cachées pour gagner ma vie. Et alors que mon faisceau de lampe de poche balayait le mur du fond, la partie analytique de mon cerveau, dormante depuis 6 ans, s'est soudainement réveillée. Quelque chose ici n'avait pas de sens. Ma lumière a frappé une énorme boîte de jonction électrique boulonnée au mur de briques. Les conduits qui en sortaient étaient vieux. Mais la boîte elle-même, la boîte était un tableau de disjoncteurs industriels modernes, à haute capacité, et il n'y avait pas une once de poussière dessus. Je me suis approché, mon cœur commençant à battre un peu plus vite contre mes côtes. J'ai regardé le sol en béton. L'entrepôt entier était recouvert d'un pouce de crasse. Mais il y avait un chemin distinct et propre, d'environ 90 cm de large, entièrement débarrassé des débris, menant directement de l'entrée latérale vers les bureaux administratifs du fond. Quelqu'un avait emprunté ce chemin. Récemment. J'ai suivi la trace de béton propre. Elle m'a mené à un escalier métallique dans le coin arrière. Je les ai montés, le métal gémissant légèrement sous mon poids. En atteignant le palier du deuxième étage, j'ai remarqué un changement subtil. L'air ici n'était pas glacial. Il n'était pas chaud exactement, mais il était régulé. Il manquait l'humidité glaciale du rez-de-chaussée. Je suis entré dans le bureau principal. C'était un long couloir bordé de vieux classeurs bosselés et de bureaux en bois effondrés. J'ai commencé à ouvrir les armoires. La plupart étaient rouillées et celles que je pouvais ouvrir étaient complètement vides. Mais ensuite, poussé derrière un bureau fortement endommagé, dans le coin le plus reculé, ma lampe de poche a capté quelque chose qui n'était pas à sa place. C'était un grand tube de documents cylindrique moderne et étanche. J'ai laissé tomber mon sac de voyage, je me suis agenouillé et j'ai sorti le tube. J'ai enlevé le lourd capuchon en plastique et je l'ai incliné. Un rouleau d'épais plans architecturaux a glissé dans ma main. Je les ai étalés sur le dessus du bureau cassé, éclairant les lignes tentaculaires avec la lumière de mon téléphone. C'étaient des schémas structurels pour l'usine, mais ils n'étaient pas originaux. Ils étaient fortement modifiés, et partout dans les marges, écrits à l'encre noire, se trouvait l'écriture précise et étroite de mon père. J'ai immédiatement reconnu ces doubles soulignements distincts. J'ai tracé ces notes sur le papier. Elles détaillaient le reroutage électrique, l'installation d'un système de CVC indépendant et l'ossature en acier renforcé. J'ai suivi les lignes jusqu'à ce que mes doigts s'arrêtent à une section spécifique du mur juste devant moi. Selon le plan, il y avait une petite pièce carrée construite directement dans le coin arrière de l'usine. J'ai levé les yeux. Il n'y avait pas de porte, juste un mur solide de vieilles briques, partiellement obscurci par un immense classeur en acier du sol au plafond. Je me suis dirigé vers le classeur. J'ai calé mes bottes contre le sol, j'ai posé mes mains à plat contre l'acier froid et j'ai poussé de toutes mes forces. Il a résisté d'abord, mais il a ensuite roulé sur des roulettes cachées, glissant en douceur vers la gauche. Mon souffle s'est coupé. Entièrement caché derrière le meuble, parfaitement intégré à la maçonnerie environnante avec une peinture personnalisée, se trouvait une solide porte de sécurité industrielle en acier. Elle ressemblait à l'entrée d'un coffre-fort de banque. Et juste à côté de la lourde poignée encastrée dans le mur se trouvait un petit scanner biométrique d'empreinte digitale élégant. Une petite lumière LED rouge et fixe brillait dans l'obscurité. Il y avait de l'électricité active. Soudain, un souvenir m'a frappé comme un coup de poing. Il y a 10 ans,
Mon père m'avait sorti de mon appartement un samedi matin. Il m'avait conduit à ce même bâtiment. Il m'avait dit que c'était juste une inspection de routine d'un actif mort. Il m'avait fait monter ces escaliers, m'avait amené à ce même mur, et m'avait dit de poser ma main sur un petit tampon en verre. Je pensais qu'il était excentrique. Il a juste souri, m'a tapoté ses épaules, et a murmuré quelque chose à propos d'un homme qui a toujours besoin d'un plan de secours. Ma main tremblait violemment en la levant. L'air froid est soudainement devenu suffocant. J'ai pressé mon pouce droit à plat contre la vitre froide du scanner. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis le scanner a bipé. La lumière rouge est passée au vert éclatant. Profondément à l'intérieur de la porte en acier, un lourd pêne motorisé s'est déverrouillé avec un fort bruit mécanique qui a résonné à travers l'usine vide. J'ai saisi la lourde poignée et j'ai tiré. La lourde porte s'est ouverte avec un doux sifflement, libérant une bouffée d'air sec et parfaitement climatisé. Dès que la porte s'est ouverte, des capteurs de mouvement à l'intérieur ont déclenché une séquence de lumière LED encastrée brillante au-dessus de ma tête. J'ai franchi le seuil et j'ai senti ma réalité complètement se briser. Je me tenais dans une pièce qui semblait appartenir à un siège social d'entreprise de haute technologie de la Silicon Valley, et non à une usine en décomposition de Brooklyn. Le sol était en béton poli, si propre qu'on aurait pu y manger. Des armoires métalliques élégantes, ignifuges, tapissaient les murs. Un énorme rack de serveurs de pointe ronronnait doucement dans le coin, ses lumières bleues clignotant régulièrement. Au centre de la pièce se trouvait un immense et magnifique bureau en chêne. Posé directement au centre du bureau se trouvait une clé USB cryptée noire posée sur une enveloppe blanche immaculée et scellée. Mon nom était écrit sur l'enveloppe. Joshua. C'était l'écriture de mon père. J'ai marché, mes jambes semblant bouger dans de l'eau profonde. Je me suis assis dans la lourde chaise de bureau en cuir. J'ai pris l'enveloppe, mes mains tremblant si fort que j'ai failli la laisser tomber. J'ai déchiré le papier et en ai sorti une seule feuille de carton épais. Joshua, si tu lis ceci, cela signifie que le pire est arrivé. Cela signifie que ta mère et moi sommes partis. Et cela signifie que les gens qui ne valorisent que les apparences t'ont enfin montré exactement qui ils sont. Julian a toujours été aveugle à ce qui importe. Nous savions qu'il prendrait l'appât brillant. Nous savions qu'il regarderait le Penthouse et penserait qu'il a gagné. Mais le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'exhiber, mon fils. C'est maintenant ton tour de prendre le pouvoir. Regarde la clé. Comprends ce que tu détiens. Des larmes chaudes et rapides ont finalement coulé sur mes cils. Elles ont tracé un chemin sur mes joues froides et sont tombées sur la lettre. Pendant 6 ans, j'ai pensé qu'il ne me voyait pas. J'ai pensé que Julian était le préféré, le golden boy qui obtenait tout pendant que j'avais le fardeau. Mais il savait. Il savait exactement qui il était, et il savait exactement qui j'étais. J'ai essuyé mon visage avec le revers de ma manche. Un nouveau feu s'allumait dans ma poitrine. J'ai saisi la clé USB et l'ai branchée sur l'élégant ordinateur portable posé sur le bureau. Une demande de mot de passe est apparue. Je n'ai même pas eu à réfléchir. J'ai tapé le nom de jeune fille de ma mère et l'année de naissance de mon père. L'écran a clignoté et un vaste répertoire de dossiers a rempli l'écran. Ils étaient méticuleusement organisés. J'ai ouvert le dossier principal intitulé Bennett Land & Title Holdings. Je n'avais jamais entendu parler de cette société de toute ma vie. J'ai parcouru les documents de constitution. Mes parents étaient les seuls actionnaires, entièrement cachés derrière 3 couches de fiducies occultes complexes, et j'étais désigné comme le seul exécuteur et bénéficiaire. J'ai ouvert le grand livre des actifs. L'usine de Red Hook était répertoriée comme l'adresse sociale enregistrée, mais ce n'était pas l'actif principal. L'usine n'était littéralement qu'une boîte aux lettres. J'ai fouillé plus profondément, ouvrant le dossier intitulé Levée de terrain et chaîne de titres. J'ai commencé à lire les descriptions légales des parcelles appartenant à la société holding. Ma mâchoire est tombée. L'air a quitté mes poumons. Bennett Land & Title Holdings possédait les droits fonciers d'une vaste parcelle commerciale et résidentielle dans le Lower Manhattan. J'ai lu l'adresse. J'ai frotté mes yeux et je l'ai relu. C'était la parcelle exacte de terrain située directement sous l'immeuble du Penthouse de Julian. Julian ne possédait pas le terrain. Personne dans cette tour de verre scintillante ne possédait la terre sur laquelle elle était assise. L'ensemble du bâtiment de luxe avait été construit sur un bail foncier commercial de 99 ans.
Mes parents avaient discrètement acheté le terrain sous-jacent il y a 30 ans lors d'une baisse du marché et ne l'avaient dit à personne. J'ai ouvert le contrat de bail principal. Mes yeux ont parcouru le texte juridique dense à la recherche des conditions d'expiration. J'ai fait défiler. J'ai trouvé la date. Le bail de 99 ans expirait dans exactement 25 jours. Dans l'immobilier commercial, un bail foncier expirant est une bombe à retardement. Si un nouvel accord de bail n'est pas négocié et signé par les propriétaires et le propriétaire foncier avant la date d'expiration, le propriétaire foncier, qui était maintenant légalement moi, avait le droit d'assumer la propriété totale des structures construites sur la propriété ou de forcer une renégociation catastrophique qui saignerait à blanc les propriétaires de l'immeuble. Je me suis adossé à la chaise, mon esprit tournant à 1000 tours par minute. J'ai ouvert un autre dossier intitulé Julien Financial. Mon père suivait secrètement son Golden Boy. Julien avait récemment lancé une expansion massive, agressivement ambitieuse, de sa marque d'hôtels de luxe. Pour la financer, il avait contracté un prêt commercial colossal. Et qu'avait-il utilisé comme garantie principale pour garantir ce prêt de 40 millions de dollars? Son capital dans le Penthouse et sa participation dans le groupe de gestion de l'immeuble. Il avait mis en garantie un immeuble situé sur un terrain loué. Si la banque découvrait que le bail foncier expirait et que le propriétaire foncier était hostile, la garantie de Julien s'évaporerait instantanément. Son prêt serait en défaut. Son empire s'effondrerait du jour au lendemain. L'écriture de mon père était scannée dans les marges du document de prêt. Les acheteurs vaniteux ne lisent jamais les annexes. Ils pensent qu'ils possèdent le ciel, mais il a oublié de vérifier qui possède le sol. Le Penthouse n'était pas un héritage. C'était un piège, et Julien y était tombé dès qu'il m'avait jeté ses clés. Je n'ai pas dormi une seule minute cette nuit-là. Je suis resté dans cette chaise en cuir, à l'intérieur du coffre-fort biométrique pendant 12 heures d'affilée, lisant chaque contrat, chaque document fiduciaire, chaque annexe financière sur cette clé USB jusqu'à ce que le jargon juridique soit gravé au fond de mes paupières. Au moment où je me suis finalement penché en arrière et frotté mes yeux brûlants, le soleil du matin tentait de percer les fenêtres brisées de l'usine au-dessus de moi. Soudain, mon téléphone a vibré violemment contre le lourd bureau en chêne, brisant le silence absolu de la pièce souterraine. Je l'ai ramassé. L'écran s'est illuminé avec un nom que j'espérais ne pas voir avant très longtemps. Julien. Je l'ai fixé. Il appelait à midi exactement. J'ai laissé sonner 3 fois, prenant une lente et profonde inspiration pour calmer mon cœur qui battait la chamade. J'ai éclairci ma gorge, forçant ma voix à paraître fatiguée et vaincue, et j'ai appuyé sur « Répondre ». Joshua, salut mon pote. La voix de Julien a résonné dans le haut-parleur. C'était son ton faussement amical caractéristique, celui qu'il utilisait lorsqu'il essayait de charmer un investisseur ou de conclure une mauvaise affaire. C'était un ton complètement dépourvu du venin qu'il m'avait jeté 10 heures plus tôt. Julien, dis-je platement, ne lui donnant absolument rien à exploiter. Écoute, Victoria et moi en parlions ce matin au petit déjeuner, a-t-il continué, l'air incroyablement désinvolte, comme s'il n'avait pas jeté son propre sang dans la rue à 2 heures du matin pendant une tempête de neige. Nous nous sentons terribles à propos d'hier soir. Vraiment. Les émotions étaient juste si incroyablement fortes après les funérailles. Tu sais comment c'est. Le chagrin nous fait tous faire des choses folles. Nous ne pensions pas clairement. D'accord. Le chagrin, ai-je répété, fixant le document de bail foncier de plusieurs millions de dollars qui brillait sur l'écran de mon ordinateur portable. Exactement, a dit Julien, saisissant mon ton calme. Probablement en supposant que j'étais déprimé et désespéré. Quoi qu'il en soit, je pensais à cette usine. Maman et papa voulaient bien faire. Vraiment, mais ils t'ont vraiment mis dans un cauchemar. J'ai demandé à mon comptable de faire quelques chiffres préliminaires. Les impôts fonciers seuls sur ce zonage riverain vont te noyer en 6 mois. De plus, il y a les codes d'assainissement environnemental, les responsabilités structurelles, l'amiante potentielle. C'est un énorme désordre. Tu n'as plus le salaire pour ce genre d'entretien, Josh. Pas depuis que tu as quitté ton emploi. Il a fait une pause, clairement en attendant que je panique, en attendant que je supplie de l'aide. Je suis resté complètement, terriblement muet. Alors Julien a insisté, sa voix prenant le ton d'un sauveur bienveillant. Je veux t'aider. Tu es mon frère. Je vais t'acheter l'usine. 40 000 $ en espèces.
J'ai dû me couvrir la bouche pour m'empêcher de rire à gorge déployée. 40 000, ai-je répété, laissant le chiffre planer dans l'air. C'est une valeur marchande très juste pour un actif en difficulté, a menti Julien en douceur. Cela te permet d'avoir un bel appartement, de prendre un nouveau départ, peut-être un petit fonds d'études si jamais tu décides de retourner à l'école, et je m'occuperai du casse-tête de traiter avec la ville et de la démolition. Considérez cela comme ma façon de remettre les choses en ordre entre nous. 40 000 $. Il essayait d'acheter une société holding qui contrôlait les droits fonciers de dizaines de millions de dollars d'immobilier haut de gamme à Manhattan pour le prix d'une berline d'occasion de milieu de gamme. Il pensait que j'étais un idiot absolu. Il pensait que j'étais juste le frère pathétique au chômage qui avait passé 6 ans à essuyer des comptoirs et à écraser des pilules, complètement détaché du monde des affaires. C'est une offre très généreuse, Julien, dis-je, gardant ma voix parfaitement égale. Je sais que oui, mon pote. Je veux juste prendre soin de toi. Rencontrons-nous pour un café aujourd'hui. Je demanderai à mon avocat de rédiger un simple acte de transfert. Nous le signons, je te remets un chèque de banque, et tu repars propre et sans stress. Envoie-moi l'adresse, dis-je. 3 heures plus tard, je suis entré dans un café haut de gamme en briques apparentes à Brooklyn Heights. C'était le genre d'endroit prétentieux qui facturait 12 $ pour un espresso filtré et jouait de la musique acoustique indépendante un peu trop fort. Je me tenais au comptoir et regardais par l'immense fenêtre. Juste à temps, une Rolls-Royce noire minuit élégante s'est arrêtée au bord du trottoir, se garant illégalement dans une zone de chargement. Victoria est sortie la première. Elle portait un trench coat de créateur qui coûtait plus cher que ma première voiture, tenant un sac Birkin et portant des lunettes de soleil surdimensionnées qui couvraient la moitié de son visage. Julien a suivi, portant un costume bleu marine sur mesure qui criait l'argent de Wall Street. Ils sont entrés, regardant le café comme si l'air à l'intérieur était en quelque sorte en dessous d'eux. Ils m'ont repéré assis dans un coin de banquette. Victoria n'a même pas pris la peine d'enlever ses lunettes de soleil en s'asseyant sur la banquette en face de moi. Elle a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à faire défiler, ignorant complètement ma présence. Julien s'est assis, affichant ses facettes de porcelaine parfaite et coûteuse. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé où j'avais dormi la nuit dernière. Il a juste tendu la main dans sa veste sur mesure et a glissé un épais dossier jaune sur la table en bois récupérée. Voilà, a dit Julien en tapotant le dessus du dossier. Acte de transfert de propriété standard. Mon équipe juridique l'a préparé en urgence ce matin. Il suffit de signer au drapeau du bas et les 40 000 sont à toi. J'ai le chèque de banque ici dans ma poche. Je n'ai pas ouvert le dossier. Je ne l'ai même pas touché. Je l'ai juste regardé. Julien tapait du doigt rythmiquement sur sa tasse de café. Sa jambe rebondissait sous la table, faisant légèrement vibrer les planchers. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers le dossier, puis vers mes mains, puis de nouveau vers le dossier. Pour un homme qui faisait une faveur charitable à son frère, il dégageait une énorme quantité d'énergie nerveuse. Tu sais, dis-je lentement, en m'appuyant contre la banquette en cuir. 40 000, c'est beaucoup d'argent liquide à dépenser pour une boîte de briques toxiques et pourries qui a besoin d'être démolie. Pourquoi la veux-tu si désespérément, Julien? Le sourire de Julien se resserra, les coins de ses lèvres se crispant. Je t'ai dit au téléphone, Josh, je subis une perte pour aider mon frère à se sortir d'une mauvaise situation. Tu ne subis jamais de perte, Julien. Jamais. Ni en affaires, ni dans la vie. Victoria a finalement levé les yeux de son téléphone. Elle a baissé ses lunettes de soleil sur l'arête de son nez, me regardant avec un venin pur. Joshua, ne sois pas difficile. Julien essaie de te lancer une bouée de sauvetage. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'argent. Tu es pratiquement sans abri. Prends le chèque avant que nous ne changions d'avis et ne te laissions te noyer dans les frais de justice et les privilèges fiscaux. Julien se pencha en avant, abandonnant complètement son attitude amicale et fraternelle. Sa voix baissa à un registre grave et menaçant, le genre de voix qu'il utilisait pour intimider les entrepreneurs. Signe le papier, Josh. Si tu veux jouer, je te promets que je t'enterrerai. J'ai des avocats en disponibilité qui gagnent plus en une semaine que toi en toute ta vie. Je vais lier cette propriété dans des tribunaux de succession et d'environnement pour la prochaine décennie. Tu ne verras pas un seul centime et la ville la saisira. J'ai regardé le dossier de Manila.
J'ai vu les petits drapeaux jaunes dépasser des bords demandant ma signature. Puis j'ai levé les yeux directement dans les yeux de Julien, abandonnant complètement l'attitude vaincue. Tu sembles étrangement tendu pour un homme qui essaie d'acheter un tas d'ordures, dis-je. Ma voix froide et tranchante. La couleur a complètement quitté le visage de Julien, le laissant pâle et malade sous l'éclairage chaud du café. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai vu le muscle saillir violemment près de son oreille. Victoria s'est raidie, sa posture devenant rigide, son téléphone glissant légèrement de sa main. Je me suis levé lentement, refermant ma veste. Je les ai regardés, sentant une poussée de pouvoir que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je vais passer sur votre offre généreuse, dis-je, si vous voulez reparler de ma propriété, vous pouvez contacter ma représentation. Je me suis retourné et je suis sorti du café, laissant le dossier et le Golden Boy désespéré et hypocrite assis en silence. Au moment où j'ai repris le métro jusqu'à l'usine de Redhook et que je me suis enfermé dans le coffre-fort biométrique souterrain, mon téléphone explosait. Julien paniquait. Et quand Julien paniquait, il attaquait. Son chien d'attaque d'avocat bien payé, un type nommé Carter, m'a envoyé 3 emails en l'espace d'1 heure. Je les ai ouverts sur l'ordinateur portable. C'étaient d'énormes murs intimidants de textes juridiques agressifs conçus pour submerger un profane. Carter a brandi des mots comme intervention municipale immédiate, violation de zonage, nuisances dangereuses et responsabilité personnelle catastrophique. Il a affirmé que la ville se préparait à saisir l'usine de Redhook en raison de graves violations de code, et que l'offre de Julien était la seule chose qui se tenait entre moi et la faillite personnelle. C'était une tactique d'intimidation d'entreprise standard, noyer la cible dans la peur, pour qu'elle signe tout ce que vous lui présentez juste pour que le cauchemar s'arrête. Le lendemain matin, l'intimidation est passée du numérique au physique. Je me tenais près de la fenêtre du 2e étage de l'usine, buvant une tasse de café instantané lorsqu'un véhicule municipal blanc s'est arrêté près de la clôture grillagée. Un homme portant une veste épaisse avec le logo du département des bâtiments au dos est sorti. Il portait un presse-papier et un appareil photo. J'ai regardé cet inspecteur, un gars que j'ai découvert plus tard s'appelait Luc, parcourir lentement le périmètre de la clôture. Il a pris des photos de la brique qui s'effritait, des fenêtres cassées et du portail rouillé. Il a fait un grand numéro en secouant la tête et en écrivant furieusement sur son presse-papier. Je savais exactement ce que c'était. Carter avait appelé à l'aide ou avait glissé une enveloppe d'argent à quelqu'un pour que Luc vienne me faire peur. Il voulait que je regarde par la fenêtre et que je me sente terrifié. Il voulait que je pense que les murs de l'administration municipale se refermaient sur moi. Il ne savait pas que j'étais déjà assis dans une forteresse, détenant les clés de leur destruction. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver un numéro que je n'avais pas composé depuis plus de 6 ans. J'ai appuyé sur « Appeler ». Matthew Vance. Une voix nette et perçante a répondu au 2e coup de sonnette. Matthew était un avocat spécialisé dans l'immobilier commercial avec qui je travaillais en étroite collaboration avant de quitter mon emploi pour m'occuper de mes parents. Il était impitoyable, brillant, incroyablement soucieux du détail, et il détestait absolument les intimidateurs d'entreprise. Nous avions remporté ensemble des litiges d'évaluation majeurs par le passé. Matthew, dis-je, c'est Joshua Bennett. Il y a eu une brève pause sur la ligne. Joshua, mon Dieu, ça fait des années. J'ai entendu parler du décès de tes parents. Je suis vraiment désolé, mec. Merci, dis-je, écoute, j'ai besoin de ton aide rapidement. J'ai besoin que tu viennes à une adresse à Redhook, Brooklyn, et tu dois apporter ton ordinateur portable. J'ai une situation impliquant un bail foncier expirant, un prêt commercial fortement garanti, et mon frère. Envoie-moi l'adresse, dit Matthew, son ton passant instantanément d'ami sympathique à avocat prédateur. J'arrive. Matthew est arrivé à l'usine 2 heures plus tard. Il est sorti d'une berline noire, portant un élégant pardessus bleu marine. Je l'ai rencontré à la porte latérale rouillée et l'ai rapidement fait entrer. Il a regardé autour du rez-de-chaussée poussiéreux et rempli de débris, haussant un sourcil. « Tu m'as fait venir jusqu'à Brooklyn pour une visite de maison hantée ?» a-t-il demandé sèchement. « Suis-moi, je t'en prie », ai-je dit. Je l'ai conduit à l'arrière de l'usine, j'ai déplacé le lourd classeur et j'ai posé mon pouce sur les scanners biométriques. Lorsque la lourde porte en acier s'est ouverte avec un sifflement, et que les lumières LED brillantes se sont allumées, illuminant les chambres propres et de haute technologie, Matthew s'est arrêté net. Matthew a soufflé, franchissant le seuil et regardant la pièce sécurisée avec une incrédulité absolue.
Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ceci, dis-je, en marchant vers le bureau en chaîne, est le véritable héritage de papa et maman. Je l'ai fait asseoir devant l'ordinateur portable et lui ai tout montré. Je l'ai guidé à travers la structure corporative de Bennett Land & Title Holdings. Je lui ai montré les chaînes de titres, les relevés de terrain, et le bail foncier principal qui se trouvait sous le penthouse de luxe de Julian. Et surtout, je lui ai montré les documents de prêt commercial massif et fortement garantis de Julian que mon père avait interceptés. Matthew a lu l'écran en silence absolu pendant près de 20 minutes. Le seul son dans la pièce était le bourdonnement des serveurs et le cliquetis de sa souris. Quand il a finalement levé les yeux, il avait un sourire énorme et dangereux se répandant sur son visage. « Ton frère est un homme mort qui marche », a dit Matthew doucement, secouant la tête avec admiration. Il a mis en garantie un immeuble de 40 millions de dollars sous lequel il ne possède pas le terrain. Lorsque ce bail foncier expirera dans exactement 3 semaines, sa garantie s'évaporera. La banque exigera immédiatement le prêt. Il sera en défaut. Il ne perdra pas seulement le penthouse, Joshua. Il perdra ses hôtels. Il perdra sa compagnie. Il perdra absolument tout. Et il le sait, dis-je, en pointant les emails menaçants de Carter. C'est pourquoi il a désespérément besoin d'acheter cette usine. Il a compris que Bennett Land Holdings est enregistré à cette adresse. S'il achète l'usine pour 40 000, il pense qu'il acquiert la holding et qu'il peut renouveler son propre bail foncier avant que la banque ne le découvre. Matthew a ri. Un son sec et aboyeur. Il est terrifié. Chaque email menaçant envoyé par son avocat, chaque faux inspecteur qu'il envoie à ta clôture. Ce n'est qu'un cri désespéré à l'aide d'un homme qui se noie. Juste à point nommé, mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message texte. Pas de Julian, mais de Victoria. Joshua, s'il te plaît. Je sais que Julian a été dur hier au café. Mais nous sommes une famille. Arrêtons de nous battre. Je suis tellement inquiète pour toi qui vis dans cet endroit dangereux. Pouvons-nous simplement nous rencontrer au bureau de Carter demain et régler ça? Pas de cris, juste nous. Nous voulons t'aider. C'était une leçon magistrale de manipulation psychologique. Les menaces légales agressives de Carter étaient le bâton. La chaleur feinte et larmoyante de Victoria étaient la carotte. Ils essayaient de me coincer, me brisant émotionnellement et légalement. « Que veux-tu faire » demanda Matthew, se penchant en arrière dans sa chaise, croisant les bras. Je fixai le message texte. Je me souvenais du froid marbre du sol du penthouse. Je me souvenais du sourire narquois de Julian quand il m'avait jeté les clés rouillées aux pieds. Je me souvenais des 5 minutes qu'on m'avait données pour faire mes valises après 6 ans de ma vie. Je veux qu'il se sente invincible, dis-je, ma voix glaciale. Je veux qu'il pense qu'ils m'ont brisé avec succès. J'ai tapé une réponse soigneusement formulée à Victoria, en veillant à paraître pathétique. Je suis épuisé, Victoria. Tu as raison. Je ne peux pas me permettre ces batailles juridiques avec la ville. L'inspecteur était là aujourd'hui. J'ai peur des amendes. Je veux juste que ce cauchemar se termine. Dis à Julian que je signerai les papiers demain au bureau de Carter. Est juste le chèque prêt pour que je puisse prendre un motel. Sa réponse est arrivée en moins de 10 secondes. Je suis si fier de toi d'être raisonnable, Joshua. Je savais que tu reviendrais à la raison. Rendez-vous demain à 14 h. Matthew a regardé l'écran et a souri, montrant ses dents. Ils vont préparer une scène. Ils veulent un public pour te regarder te rendre. Ils veulent se montrer. Laisse-les, dis-je, fermant l'ordinateur portable. Nous allons brûler la scène. Le bureau de Carter était situé à Midtown Manhattan, en hauteur dans un gratte-ciel de verre étincelant. C'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un cabinet qui facturait $1000 de l'heure. Le hall d'entrée était doté de marbre italien importé, de fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park, de massives tables en acajou et d'une quantité agressive d'art moderne déroutant. Quand je suis entré dans l'immense salle de conférence aux parois de verre à 14 h exactement, la scène était parfaitement dressée. Julian était assis à la tête de la longue table de conférence polie. Il portait un costume anthracite sur mesure, l'air complètement détendu, rayonnant de l'arrogante confiance d'un roi tenant sa cour. Victoria était assise à côté de lui, vêtue d'une robe de créateur blanche immaculée, sirotant de l'eau pétillante dans un verre de cristal. Carter, l'avocat, se tenait sur le côté,
organisant une pile soignée de documents juridiques avec un air suffisant sur son visage. Mais comme Matthew l'avait prédit, il n'était pas seul. Assis en face de Julian se trouvaient deux hommes que je n'ai pas immédiatement reconnus. L'un était un homme plus âgé, d'apparence sévère, en costume gris. L'autre était plus jeune, vérifiant constamment son téléphone. Julian avait intentionnellement programmé une réunion d'examen de financement exactement au même moment que ma signature. L'homme plus âgé était David, le vice-président principal du fonds d'investissement massif finançant l'expansion des hôtels de Julian. Le plus jeune était Christopher, le principal partenaire commercial de Julian. Julian voulait que ses investisseurs le voient surmonter sans effort un obstacle juridique. Il voulait avoir l'air d'un maître négociateur traitant avec un paysan pathétique et désespéré. Joshua, dit Julian, se levant et ouvrant grand les bras comme un sauveur bienveillant accueillant une brebis perdue. Entre, entre. Assieds-toi. Tu as l'air fatigué, mon pote. Je me suis approché, traînant intentionnellement les pieds. Je me suis assis à l'extrémité de la longue table en acajou. J'ai courbé les épaules. J'ai évité le contact visuel. J'ai joué le rôle du frère cadet vaincu et épuisé à la perfection absolue. Carter s'avança et fit glisser une épaisse pile de papier sur le bois poli ainsi qu'un lourd stylo en argent coûteux. Transfert de propriété standard, dit Carter d'une voix douce, sa voix résonnant fort dans la grande pièce, s'assurant que les investisseurs entendaient chaque mot. En signant ceci, vous transférez tous les droits, titres et intérêts de la propriété de Redwood et de toutes les entités corporatives associées enregistrées à cette adresse à Julian Bennett. En échange, Julian vous offre 40 000 $ pour vous aider à vous remettre sur pied. David, l'investisseur principal, vérifia sa montre en or sans patience. Julian, nous devons vraiment passer à l'examen des garanties pour l'expansion hôtelière de 40 millions de $. Cette affaire de charité familiale va-t-elle prendre beaucoup plus de temps? Pas du tout, David. Julian sourit avec confiance, agitant une main d'un geste dédaigneux dans ma direction. Je fais juste un peu de charité pour mon petit frère. Il a eu du mal à s'adapter au monde réel. Joshua, il suffit de signer les onglets du bas là où il est écrit vendeur. J'ai pris le lourd stylo en argent. Je l'ai fait rouler lentement entre mes doigts. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait. Les yeux de Julian étaient fixés sur la pointe du stylo, perçant pratiquement le papier. Il était à ces secondes du salut. J'ai une question rapide sur la clause des entités corporatives associées, dis-je doucement, levant les yeux. Julian soupira bruyamment, levant les yeux au ciel de façon dramatique au profit de ses investisseurs. Joshua, s'il te plaît, ne rends pas ça difficile devant mes invités. C'est un langage standard. Signe-le simplement pour que nous pouvions passer à autre chose. Avant que Julian ne puisse dire un mot de plus, la lourde porte vitrée de la salle de conférence s'ouvrit avec un claquement bruyant. Matthew entra. Il portait un costume bleu marine impeccable, tenant une épaisse mallette en cuir. Il ne demanda pas la permission. Il ne se présenta pas à la réceptionniste. Il passa directement devant Carter, directement devant les investisseurs, et se tint directement à mes côtés à l'extrémité de la table. « Excusez-moi, qui diable êtes-vous » demanda Carter, le visage rouge de colère en se levant. « C'est une réunion juridique privée. »« Je suis Matthew Vance, conseiller juridique de Monsieur Joshua Bennett » dit Matthew, sa voix résonnant avec une autorité absolue et imposante qui dominait la pièce. Il ouvrit sa mallette en cuir et en sortit 4 épais dossiers magnifiquement reliés. Il en jeta un sur la table devant Carter, en glissa un à Julian et le dernier directement sur le bois poli à David, l'investisseur principal. « Qu'est-ce que c'est » claqua Julian, sa façade confiante se fissurant instantanément, ses yeux balayant frénétiquement entre moi et Matthew. « Ça, dis-je, faisant tomber le stylo en argent sur la table avec un bruit sec. C'est une vérification de la réalité. » Matthew ne regarda pas Julian. Il regarda directement David. « Monsieur, je crois que votre cabinet garantit actuellement un prêt commercial de 40 millions de $ pour Julian Bennett, et je crois que ce prêt est garanti principalement par sa participation dans la tour Pentouse de Mercé et son groupe de gestion. » David plissa les yeux, se hérissant à l'intrusion. « Ce sont des informations financières hautement confidentielles. Comment savez-vous cela? Et qu'est-ce que cela a à voir avec ce transfert de propriété? » Cela a tout à voir avec cela, Matthew sourit froidement. Parce que Julian ne possède pas le terrain sur lequel se trouve ce bâtiment.
Il possède le béton et le verre dans le ciel. Le terrain sous la tour est détenu par Bennett Land & Title Holdings. Une société qui est actuellement entièrement contrôlée par mon client, Joshua Bennett. La température dans la pièce semble chuter de 10 degrés en une seule seconde. Victoria se figea dans sa chaise, son verre d'eau pétillante s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. C'est un mensonge, hurla Julian, slamant violemment ses deux mains sur la table d'acajou. Mes parents possédaient cette société holding. Elle revient à la succession. Je suis l'exécuteur. Elle a été transférée à une fiducie irrévocable et aveugle il y a 10 ans, Matthew corrigea doucement, ouvrant sa propre copie du dossier. Une fiducie qui a nommé Joshua comme seul exécuteur et seul bénéficiaire à leur décès. Vous avez essayé d'acheter l'usine pour 40 000 $ aujourd'hui parce que vous avez découvert que la société holding y était enregistrée. Vous saviez que le bail foncier de 99 ans de votre immeuble expire dans exactement 25 jours. David ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent les documents surlignés à la vitesse de l'éclair. En tant que banquier d'investissement principal, il comprit immédiatement les mathématiques catastrophiques. Je regardais le sang se vider entièrement du visage de David, le laissant ressembler à un fantôme. David leva lentement les yeux, fixant Julian avec une rage pure et non dissimulée. Le bail foncier expire. Vous avez utilisé un immeuble dont le bail foncier expire comme garantie principale pour un prêt de 40 millions de $. David, écoutez, je peux expliquer. C'est un malentendu, bégaya Julian, une sueur abondante perlait instantanément sur son front, sa voix montant de panique. Si un nouveau bail n'est pas signé dans 3 semaines, le propriétaire foncier prendra possession légale des améliorations. Christopher, le partenaire commercial, a dit, sa voix tremblante alors qu'il réalisait qu'il était légalement lié à cette catastrophe financière. Julian, votre capital tombe à zéro absolu. Vous êtes complètement ruiné. Je ne signerai pas de renouvellement, dis-je clairement. Ma voix fendit la panique grandissante dans la pièce comme une lame. Julian tourna brusquement la tête vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une terreur absolue. Le Golden Boy arrogant et intouchable était complètement parti. À sa place se trouvait un animal désespéré et acculé, fixant un peloton d'exécution. Joshua, s'il te plaît, Julian supplia, sa voix cassée, ses mains tremblant alors qu'il tendait la main vers moi. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas me ruiner. Je vais perdre la compagnie. Je vais perdre le Pantouse. J'irai en prison fédérale pour fraude bancaire si la garantie tombe à zéro. Nous sommes frères. Je le regardais. Je regardais Victoria, qui me fixait avec une horreur sincère. Son masque élitiste parfait s'était complètement brisé en 1 million de morceaux. Je ne te ruine pas, Julian, dis-je doucement, me penchant en avant, posant mes avant-bras sur la table. Je refuse simplement de te sauver d'une énorme erreur que tu as commise parce que tu pensais que les apparences étaient la même chose que la propriété. Tu m'as jeté dehors dans la neige parce que tu pensais que j'étais inutile. Maintenant, tu as 5 minutes pour décider de ton prochain mouvement avant que la banque n'appelle la police, parce que j'en ai fini avec toi. Je me suis levé, j'ai lentement boutonné ma veste, et je suis sorti de la salle de verre, les laissant au loup. C'est le moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient et d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Aidez-moi s'il vous plaît en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous êtes encore là avec moi. Cela aide non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Je n'ai même pas atteint les ascenseurs au bout du couloir avant que les cris ne commencent dans la salle de conférence. Même à travers le verre épais et insonorisé du bureau de Carter, j'ai entendu David hurler à plein poumon. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. David était déjà au téléphone portable, arpentant agressivement la pièce, le visage rouge de fureur, aboyant des ordres à son équipe de gestion des risques pour geler instantanément le moindre de toutes les lignes de crédit de Julian. Christopher enfonçait son doigt avec force dans la poitrine de Julian, criant qu'il allait intenter un procès massif pour fausses déclarations catastrophiques et fraude. Carter, l'avocat très cher qui m'avait envoyé des emails menaçant la veille, fixait le mur d'un air vide. Il savait qu'il se trouvait au point zéro d'une énorme bombe financière, et le nom de son cabinet allait être traîné dans la boue. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Les portes en laiton se sont ouvertes et, en entrant, j'ai fermé les yeux.
J'ai senti un poids énorme et suffocant. Un poids que j'avais porté pendant 6 ans s'est enfin enlevé de ma poitrine. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans l'ombre de la grandeur fabriquée de mon frère. Je l'ai laissé me faire sentir petit. Maintenant, la dure lumière de la réalité frappait enfin la vérité. La réaction en chaîne de l'effondrement de Julien fut d'une rapidité terrifiante. Dans le monde financier à enjeux élevés, est-ce la confiance est la seule véritable monnaie? Une fois que David a retiré le financement et a signalé la garantie comme toxique, le sang était dans l'eau. Le mercredi de cette semaine-là, des rumeurs ont fuité dans la presse financière selon lesquelles la garantie de Julien Bennett était frauduleuse. 2 autres grands prêteurs, terrifiés à l'idée de perdre leur argent, ont immédiatement exigé le remboursement de leurs prêts existants, déclenchant une cascade dévastatrice de clauses de défaillance. Julien a essayé de se débattre. Il a essayé de liquider ses actifs, mais on ne peut pas vendre un pantouse de luxe quand le terrain sur lequel il se trouve est sur le point de revenir à un propriétaire hostile. Toute sa fortune était liée à des évaluations sur papier qui nécessitaient un bail foncier stable pour exister. Sans ma signature renouvelant ce bail, son empire n'était qu'un château fragile construit sur le sable, et la marée était arrivée. Et Victoria. Sa chute fut plus silencieuse, mais tout aussi brutale et humiliante. Victoria avait construit toute sa carrière dans le courtage immobilier de luxe sur l'illusion d'une stabilité élitiste et de connexions internes. Elle était la femme qui connaissait tout le monde, qui avait accès aux salons les plus exclusifs et aux clients les plus riches. Mais dès que le procès de Christopher a été rendu public, exposant le fait que son mari avait commis une négligence financière massive impliquant une propriété majeure, elle est devenue instantanément radioactive. J'en ai entendu parler par Matthew quelques jours plus tard, pendant le déjeuner. Andrew, le directeur général du cabinet de courtage d'élite de Victoria, l'a convoqué dans son bureau un vendredi matin. Il l'a licencié sur le champ. Il ne l'a même pas laissé retourner à son bureau pour faire ses affaires. Il l'a fait escorter par la sécurité du bâtiment directement hors du hall. Dans le monde de la haute société, les gens ne tolèrent pas l'odeur de l'échec. Ses amis fortunés ont cessé de répondre à ses appels. Le country club exclusif où il vivait pratiquement a suspendu leur adhésion en raison de cotisations impayées. Exactement un mois plus tard, je me suis tenu de l'autre côté de la rue, en face de l'immeuble du Pantouse de Manhattan. C'était un mardi matin froid et couvert. Je tenais une tasse de café noir d'un chariot de rue, appuyé contre un lampadaire, regardant une équipe de déménageurs professionnels transporter de lourdes boîtes en carton hors du hall de verre étincelant. Il n'y avait pas d'audience, pas de discours final dramatique, pas de dispute, juste la réalité tranquille, pathétique et inévitable d'une saisie bancaire. Je voyais Julien sortir du hall. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 30 jours. Il portait un simple pull gris froissé, ses épaules courbées, ses yeux fixant le trottoir. Il n'avait plus sa toute nouvelle Porsche. La banque l'avait saisi des semaines auparavant pour couvrir les intérêts impayés de ses prêts en défaut. Il est monté lentement sur le siège passager d'un fourgon de déménagement loué et escabossé. Victoria est sortie quelques instants après lui. Elle ne portait pas ses lunettes de soleil de créateur. Elle ne portait pas son cachemire. Elle avait l'air épuisée, sa posture brisée, son visage pâle et tiré. Elle ne ressemblait pas à la femme arrogante qui s'était tenue dans ce foyer de marbre et m'avait donné 5 minutes pour faire mes valises. Elle ressemblait à quelqu'un qui comprenait enfin ce que cela signifiait de n'avoir absolument rien. Le fourgon de déménagement a démarré avec un bruit rauque. Ils sont partis, se fondant dans le trafic chaotique de New York, disparaissant dans la mer de taxis jaunes. Ils n'ont même pas regardé en arrière l'immeuble qu'ils dirigeaient autrefois. Ils ont tout perdu parce qu'ils adoraient l'illusion de la richesse. Ils pensaient que les sols en marbre, les vêtements de créateurs et l'adresse prestigieuse c'était ce qui les rendait puissants. Ils n'ont jamais pris la peine de regarder en bas et de sécuriser les fondations. Mais je l'ai fait. Exactement 30 jours après que Julien et Victoria soient partis dans ce fourgon de déménagement loué, je suis rentré par les portes vitrées tournantes de l'immeuble du Pantouse de Manhattan. Je n'avais pas un sac de voyage cette fois-ci. Je n'étais pas escorté au milieu de la nuit. Je me suis dirigé directement vers le comptoir du concierge en marbre. Dylan, le concierge de nuit qui m'avait vu partir dans la neige glaciale, travaillait le jour. Il a levé les yeux, m'a reconnu instantanément et un large sourire sincère a éclairé son visage. Il savait tout ce qui s'était passé. Tout le bâtiment savait. Quand un homme comme Julien Bennett perd son empire,
Les rumeurs se propagent plus vite qu'un feu de forêt. Dylan m'a tendu la carte clé principale sans que j'aie même à demander. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Les portes se sont ouvertes silencieusement, et je suis entré dans le foyer. Il était complètement vide. Les meubles en chêne sculptés sur mesure avaient disparu. L'art moderne coûteux que Victoria aimait tant vanter avait été retiré des murs, laissant derrière lui des contours rectangulaires pâles sur la peinture coûteuse. Les tapis persans avaient été roulés et emportés. Tout ce qui restait était l'étendue froide et résonnante de marbre et de verre. J'ai marché lentement à travers le vaste salon. Je suis entré dans la cuisine, passant ma main le long du bord des comptoirs en granit. J'ai marché le long du couloir et me suis tenu à l'entrée de la chambre principale. C'était l'endroit exact où j'avais passé 6 ans de ma vie. C'était la pièce où mon père avait rendu son dernier souffle. C'était la pièce où j'avais échangé mon salaire, ma carrière, et ma propre vie personnelle pour m'assurer que mes parents ne mouraient pas dans une salle d'hôpital stérile. Debout là, dans le silence absolu, je m'attendais à ressentir une immense vague de triomphe. Je m'attendais à me sentir comme un roi conquérant debout dans les ruines du château de son ennemi. Je m'attendais à ressentir la vindication ultime de mon héritage, mais ce ne fut pas le cas. J'ai regardé par les fenêtres du sol au plafond, le panorama scintillant de New York. J'avais le Pentouse. J'avais le titre de propriété légale. Mon avocat, Matthew, avait exécuté la réversion du bail sans faute. Le groupe de gestion de l'immeuble relevait désormais directement de Bennett Land & Title Holdings. J'étais, selon toutes les mesures financières, un multimillionnaire. J'aurais pu réaménager mes affaires dans cette chambre principale. J'aurais pu engager ces décorateurs d'intérieur haut de gamme dont Victoria parlait toujours. J'aurais pu vivre la vie exacte que Julian avait essayé de construire. Mais en me tenant là, regardant les murs vides, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement profond. Je ne voulais pas cet endroit. Ce Pentouse était magnifique, oui, mais c'était aussi un monument à la vanité. C'était un endroit conçu pour rendre les autres jaloux. C'était un espace construit pour prendre des photos parfaitement cadrées afin de prouver au monde que vous étiez important. C'était l'illusion même qui avait empoisonné l'esprit de mon frère et détruit son âme. Il aimait tellement l'apparence de la richesse qu'il avait complètement oublié de sécuriser ses fondations. Je n'avais pas besoin de cette adresse pour savoir qui j'étais. Je n'avais pas besoin de vengeance pour trouver ma propre paix. La réalité avait déjà infligé sa punition à Julian, et je n'avais pas besoin de danser sur sa tombe pour trouver ma propre paix. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Matthew. Il a répondu au premier coup de sonnette. Comment est la vue depuis le sommet du monde, Joshua, demanda Matthew, une pointe d'amusement dans la voix. Elle est vide, répondis-je honnêtement. Écoute, je veux que tu contactes une agence de location commerciale. Je veux louer tout cet appartement Pentouse. Un bail d'entreprise à long terme. Prenez les revenus générés par le loyer et versez-les directement sur les comptes d'exploitation de Bennett Land & Title Holdings. Matthew resta silencieux un instant. Vous n'allez pas y vivre, Joshua. C'est l'une des principales propriétés de la ville. Je sais, dis-je, tournant le dos à la fenêtre et retournant vers l'ascenseur. Mais ce n'est pas ma maison. Ma maison est à Brooklyn. L'endroit qui comptait le plus pour moi n'a jamais été cet appartement. C'était l'usine. Le bâtiment qu'il m'avait jeté comme une insulte est devenu la preuve la plus claire de tout ce qu'il n'avait pas compris. Le lendemain matin, j'ai ramené mon propre camion à Red Hook. La neige hivernale avait enfin fondu, laissant derrière elle un matin de printemps clair et lumineux. J'ai déverrouillé la lourde porte en acier de l'usine. Mais cette fois, je n'ai pas seulement été dans le coffre-fort biométrique souterrain. J'ai marché jusqu'au centre de l'immense plancher industriel rempli de débris. J'ai enfilé une paire de lourds gants de travail en cuir, j'ai pris un balai-brosse et je me suis mis au travail. J'ai passé les 3 mois suivants à transformer ce bâtiment. J'ai utilisé les premiers revenus des comptes de Bennett Holdings pour embaucher les meilleurs entrepreneurs commerciaux de la ville. Mais je ne suis pas resté dans un bureau à les regarder travailler. J'étais là tous les jours dans la poussière et le bruit. Nous avons dégagé des décennies de machines rouillées et de verres brisés. Nous avons nettoyé à haute pression l'extérieur en briques jusqu'à ce que la couleur rouge foncé d'origine brille, en conservant le caractère historique robuste du bâtiment. J'ai supervisé la restauration des bureaux administratifs supérieurs,
remplaçant complètement le câblage électrique obsolète et installant une connexion Internet par fibre optique à haut débit. Nous avons renforcé les poutres en acier. Nous avons abattu les murs intérieurs pourris pour créer un vaste espace ouvert au niveau principal. J'ai gardé le coffre-fort biométrique complètement scellé et caché, un hommage discret au génie de mon père, servant de salle de serveur sécurisée pour l'ensemble de l'installation. Je n'ai pas transformé l'usine en condominium de luxe. Je ne l'ai pas vendu à un grand promoteur immobilier pour un gain rapide. J'ai transformé l'ancien plancher industriel en un espace de formation et de démarrage pour les jeunes de Brooklyn qui avaient besoin d'un endroit pour commencer. Je l'ai nommé le SBNet Foundation. Je voulais créer un incubateur pour les enfants qui ont grandi dans les quartiers autour de Red Hook. Des enfants qui avaient des esprits brillants et une éthique de travail incroyable, mais qui n'avaient pas un fonds d'études massif pour les soutenir. Des enfants qui ne recevraient jamais un salaire corporatif élevé simplement parce que leurs parents connaissaient les bons membres de clubs de campagne. Tout le monde n'hérite pas d'un bon départ. Tout le monde n'a pas une adresse prestigieuse et une pièce pleine de gens prêts à croire en eux. Je voulais que ce bâtiment devienne un endroit où la compétence importait plus que le statut. Je voulais un espace où la discipline importait plus que l'image, où les gens pouvaient construire quelque chose de réel, même si personne n'avait jamais attendu grand-chose d'eux. Nous avons fait venir des mentors. Nous avons organisé des camps de codage, des séminaires de planification financière pour petites entreprises et des ateliers de compétences professionnelles. Nous avons offert des bureaux gratuits et des équipements haut de gamme à de jeunes entrepreneurs qui pouvaient présenter un plan d'affaires solide et durable. Je parcourais les étages tous les jours. Je parlais à ces jeunes. J'écoutais leurs difficultés. Je voyais la faim dans leurs yeux. C'était la même faim que j'avais ressentie lorsque j'étais assis dans ce café, regardant mon frère essayer d'acheter mon futur pour des clopinettes. Un après-midi, environ un an après l'ouverture de l'usine, j'étais assis dans la zone commune principale, aidé une jeune femme nommée Maya à examiner un contrat de bail commercial pour sa nouvelle start-up de logistique. Elle était brillante, farouchement déterminée et complètement terrifiée par le jargon juridique. J'ai passé 2 heures à lui expliquer patiemment les clauses, lui montrant exactement où se trouvaient les responsabilités cachées, lui apprenant à négocier depuis une position de force plutôt que de peur. Quand nous avons enfin terminé, elle a fermé son ordinateur portable, m'a regardé et a poussé un long soupir. « Merci, Joshua », a-t-elle dit, sa voix pleine de gratitude sincère. Personne n'a jamais pris le temps de m'expliquer ça. J'ai toujours pensé qu'il fallait un avocat cher pour comprendre ce jeu. Tu n'as pas besoin d'un avocat cher, Maya. J'ai souri. Tu as juste besoin de savoir lire les fondations. Tu as besoin de savoir sur quoi tu te tiens avant de commencer à construire les murs. Alors qu'elle s'éloignait pour partager la bonne nouvelle avec ses partenaires commerciaux, j'ai regardé autour du plancher animé et vibrant de l'usine. La lumière du soleil entrait par les fenêtres industrielles nouvellement remplacées, illuminant un espace rempli d'énergie, de collaboration et de travail acharné. Il n'y avait pas de robe de soie ici. Il n'y avait pas de lunettes de soleil de créateur ni de faux sourires. Il n'y avait que la réalité brute, magnifique, de personnes bâtissant leur propre avenir à partir de zéro. J'ai pensé à Julien. Je ne lui avais pas parlé depuis le jour où j'étais sorti de cette salle de conférence vitrée. Matthew a suivi les retombées juridiques pendant un certain temps. Le divorce entre Julien et Victoria a eu lieu presque immédiatement après les dépôts de bilan. Lorsque l'argent a manqué, la loyauté s'est évaporée. Victoria s'est battue bec et ongle dans la procédure de divorce, essayant de récupérer tous les actifs restants, allant même jusqu'à réclamer le fonds d'études fantôme qu'ils avaient soi-disant mis en place pour un enfant qu'ils n'avaient jamais eu. La bataille pour la garde de leur dignité restante fut brutale et publique. Julien a finalement déménagé hors de l'État, prenant un poste de direction de niveau intermédiaire dans une chaîne hôtelière économique du Midwest. C'était un homme qui avait volé trop près du soleil avec des ailes faites de papier loué. Et quand le papier a brûlé, la chute fut absolue. J'ai ressenti un bref pincement de tristesse pour lui, mais il s'est estompé rapidement. Julien a fait ses choix. Il a choisi l'illusion plutôt que la réalité. Il a choisi les applaudissements des étrangers plutôt que la loyauté de son propre sang. J'ai choisi l'usine, et ce faisant, j'ai enfin trouvé la vie que j'étais toujours censé vivre. Il y a 3 ans depuis la froide nuit d'hiver. J'ai été jeté à la rue avec rien d'autre qu'un sac de voyage et un trousseau de clés rouillées. Hier soir,
après que tous les jeunes entrepreneurs aient rangé leurs ordinateurs portables et soient rentrés chez eux, je suis monté les escaliers métalliques jusqu'au toit de l'usine de Red Hook. L'air était chaud, portant l'odeur salée de l'East River. Le ciel prenait un violet profond et meurtri alors que le soleil se couchait derrière la silhouette massive et étincelante de Manhattan de l'autre côté de l'eau. Je me suis appuyé contre le parapet en briques et j'ai regardé la ville. Loin dans le lointain, je pouvais à peine distinguer la tour de verre spécifique où se trouvait le Penthouse. C'était juste un autre rectangle lumineux dans une forêt d'acier et de lumière. Je suis resté là longtemps, écoutant le bourdonnement de la ville, pensant à l'incroyable, terrifiant, magnifique voyage qui m'avait amené à cet endroit exact. En fin de compte, c'était la leçon ultime que mes parents m'avaient laissée. Et il m'a fallu les perdre pour enfin comprendre mon père et ma mère ont passé toute leur vie à construire un empire tranquille, inébranlable. Ils n'ont pas acheté de yacht. Ils n'ont pas organisé de fêtes extravagantes pour impressionner des gens qu'ils méprisaient secrètement. Ils ont investi dans la terre. Ils ont investi dans les fondations. Ils ont compris que la vraie valeur est généralement discrète. Elle ne semble pas toujours impressionnante au premier abord. Elle ne réclame pas l'attention et n'a pas besoin d'être photographiée pour être puissante. Les choses qui maintiennent vraiment une vie ensemble, la loyauté, la patience, une connaissance profonde et une force tranquille, sont souvent les choses exactes que les gens superficiels négligent parce qu'ils sont trop occupés à chasser ce qui scintille. Julian et Victoria pensaient que la propriété signifiait la possession. Ils pensaient que juste parce qu'ils détenaient les clés d'un appartement de luxe, ils étaient intouchables. Ils pensaient que le pouvoir signifiait l'accès aux bons clubs et aux bonnes tables. Ils pensaient que si quelque chose avait l'air cher, cela devait être le prix ultime. Mais ils n'ont jamais cessé de se demander sur quoi reposait toute leur vie. Ils n'ont jamais pris la peine de vérifier les racines de l'arbre sur lequel ils étaient si fiers de s'asseoir. Je l'ai fait. J'ai lu les fichiers. J'ai fait le gros du travail. J'ai passé 6 ans à faire le travail ingrat et déchirant de soignant, apprenant la vraie signification du devoir et du sacrifice. C'est pourquoi ils ont perdu et c'est pourquoi j'ai survécu.